Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Depeyre, CEO de la société Aerospace Lab, qui est spécialisée dans la conception et la construction de satellites. Benoît, bonjour. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors, c'est une fabuleuse success story, si je peux me permettre. Aerospace Lab, start-up fondée en 2018. On construit des satellites en Wallonie et vous avez été récemment sous les feux de l'actualité vu que vous venez de poser la première pierre d'une méga factory qui va produire à l'horizon 2025 500 satellites par an. On y reviendra. Comment l'aventure d'Aerospace Lab a commencé ? Ça a commencé parce que d'abord j'ai bourlingué un peu partout dans le monde, je travaille dans les satellites et puis l'emploi que j'occupais précédemment en Suisse c'est terminé et je me suis dit maintenant je vais revenir à ce que j'aime vraiment faire, c'est-à-dire des satellites abordables et performants, et puis je suis revenu en Wallonie installer le projet. Alors ça c'est le projet, c'est l'idée. Pour fabriquer des satellites il faut de l'argent. Comment vous avez réussi à convaincre les investisseurs de ce projet un peu fou en Wallonie ? Un peu compliqué au début. Les investisseurs privés locaux sont pas forcément habitués à ce genre de projet. J'avais la chance d'avoir côtoyé des projets un peu similaires en Californie et qui ont 1, 2, 3 ans d'avance sur nous. Oui. Du coup, c'était plus simple de leur montrer que ce genre de projet fou, avec un profil de risque atypique, peut fonctionner. Donc la plupart de nos concurrents sont rentrés typiquement au Nasdaq l'année passée et on est sur une trajectoire similaire, mais je dirais on a la chance d'être un peu des suiveurs sur certains aspects, et du coup on profite de leurs erreurs. Mais alors c'est quoi votre spécialité ? C'est la conception, la construction au départ de microsatellites qui deviennent des satellites, ça veut dire qu'ils sont plus petits, ils sont moins chers, ils sont low cost. C'est un modèle disruptif que vous proposez ? Oui, donc en fait on se base sur l'intégration verticale. Donc avant les satellites étaient construits par des ensembliers, on appelle ça les ensembliers, des grands groupes, souvent cotés en bourse, oui, qui ont en charge l'architecture du satellite, mais qui sous-traitent beaucoup de morceaux à des boîtes de plus en plus petites. Okay. Et vous avez une lasagne industrielle comme ça, avec parfois des centaines de sous-traitants pour un satellite. Et évidemment, ça, c'est hyper lourd comme organisation. Du coup, les projets prennent pas mal de temps. Chacun de ces éléments de la chaîne de valeur doit avoir des marges brutes de 50% typiquement. Donc, quand on empile tout ça, c'est très lent, c'est très cher. Et donc, il y a une quinzaine d'années, il y a un nouveau modèle qui a émergé, de se dire, essayons de tout faire dans la même entreprise, le software, l'électronique, la mécanique, le traitement de données, etc., pour compresser tout, ne pas avoir de sous-traitants en fait. Donc on a de la matière première qui rentre et puis des satellites qui sortent. Et ça nous permet d'être super agiles, d'enlever les intermédiaires, enlever les marges des intermédiaires, et donc d'être sur un modèle extrêmement agressif niveau prix, quoi. On peut dire que c'est du low cost ? Oui, c'est du low cost, mais en fait, moi je pense plutôt que c'est le marché traditionnel qui est high cost. Oui, voilà, c'est pas péjoratif de dire que c'est du low cost, quoi. Non, parce qu'on satisfait des exigences de fiabilité, de performance qui n'ont pas grand-chose à envier au modèle plus cher. Il y a juste qu'on a une organisation industrielle qui est plus efficace. Est-ce que vous avez surfé sur le succès d'un autre acteur disruptif, Elon Musk, SpaceX, qui est venu un peu donner un coup de pied dans la fourmilière spatiale ? Oui, SpaceX s'est occupé du problème de l'accès à l'espace, qui souffre des mêmes problèmes, donc des organisations industrielles un peu lourdes. Grâce à SpaceX, l'accès à l'espace est devenu bon marché, fiable et rapide. Nous, on essaye, et on n'est pas les seuls, de s'inscrire dans une mouvance qui permet l'accès aux satellites de la même façon. Mais c'est clair que sans accès à l'espace low cost, c'est très compliqué pour des modèles comme nous d'évoluer. Aujourd'hui, quels sont vos clients et vous pourriez travailler pour quel secteur ? C'est hyper varié. Donc on a des clients institutionnels classiques, des agences spatiales, des agences gouvernementales, ce genre de choses, à la fois sur du matériel, donc qui nous achètent des satellites, mais qui nous achètent aussi des logiciels de traitement de données, de nos satellites ou de satellites tiers. Donc on fait ça aussi. Là, on voit que ça évolue de plus en plus vers des clients B2B. Donc il y a pas mal de fabricants de voitures, typiquement, qui sont en train de se pencher sur la question. Il y avait des fuites dans la presse, certains groupes allemands de voitures bien connus, qui, en fait, pour avoir des voitures autonomes de classe 3 et plus, ont besoin de données satellitaires. Mais ils ont besoin en fait, d'un système satellitaire lié à leur voiture. Ouais. Et donc on voit une grosse course à l'armement entre les constructeurs japonais, coréens, européens, américains, sur plusieurs milliers de satellites chacun. Et donc on voit un gros boom là-dessus, on se positionne là-dessus aussi. Mais c'est vraiment... Sinon, l'environnement des entreprises liées à la gestion agricole... Typiquement, nous, on a commencé avec ça, et ça reste une de nos grosses tracks, c'est la collecte de données à vocation surveillance biomasse et agriculture, où on voit que
on est très sensible à l'impact CO2 équivalent en carbone de l'entreprise. Donc on a une comptabilité carbone assez précise de ce qu'on dépense en carbone pour envoyer les satellites, pour les fabriquer, pour les concevoir. Et on voit typiquement sur l'agriculture que grâce à l'information amenée au bon endroit au bon moment, on peut faire des économies sur l'utilisation de produits phytosanitaires qui offset complètement de plusieurs ordres de grandeur l'empreinte carbone. Donc ça, c'est vraiment un gros driver dans la boîte et on voit que ça va être une track importante pour la suite aussi. Voilà, donc le business model d'Aerospace Lab, c'est à la fois, on va dire, le hardware, le satellite, mais la gestion de données, le software, c'est l'information que vous vendez, c'est votre valeur ajoutée. C'est ça. La vision de l'entreprise, elle a été créée pour être un fournisseur d'informations dans plein de thématiques différentes. L'agriculture en est une, énorme. On a aussi tout ce qui est le trading de commodités. Donc on voit maintenant, les marchés sont tendus sur les matières premières. Ah oui, donc vous pouvez surveiller les... On peut surveiller l'offre et la demande en fait, en quasiment temps réel de toutes les matières premières. On bosse pas mal avec des fonds, donc mutual fund, hedge fund, plutôt Londres, aux États-Unis, Chicago, New York, pour rentrer ces données alternatives dans leur modèle de prise de décision financière. On voit que c'est assez vaste. Aujourd'hui, à l'été 2022, vous avez déjà construit combien de satellites ? 1,5. 1,5. Donc il y en a un qui est en orbite depuis l'été 2021, qui tourne très bien. Mais le carnet de commandes est rempli pour des dizaines et des centaines ou pas ? Pour des grosses dizaines, oui. Et donc on en a un qui est construit. Le demi qui est construit, c'est parce qu'on le finit fin de l'année. Il part pour une agence spatiale qui nous a commandé un satellite. Il part normalement en janvier, depuis la Guyane française. Puis l'année prochaine, on en lance 7 de plus. Et puis on amorce la pompe. On a une première usine avant Megafactory à Louvain-la-Neuve qu'on est en train de recevoir maintenant. D'accord. Là, c'est quoi l'objectif ? C'est une vingtaine de satellites par an ? C'est ça, 24. Et donc là, on est en train d'apprivoiser l'outil industriel. Donc on commence doucement avec une petite dizaine et puis on va monter à 24 assez vite. Et alors ce qui est dingue, la demande s'accélère. Vous avez posé la première pierre, je le disais, en grande pompe. Il y avait 4 ministres, un commissaire européen de cette future méga factory à Charleroi. Vous allez construire à Charleroi en 2025 500 satellites par an. Comment on explique qu'on passe de 24 à 500 ? C'est l'accélération de la demande. Donc on voit en fait ces projets de constellation, que ce soit pour l'observation de la Terre ou pour les télécoms ou pour les voitures autonomes et ce genre de choses. On voit qu'en fait on passe sur un modèle où avant on avait quelques satellites qui étaient très chers et positionnés en géostationnaire typiquement. Oui. Maintenant on est plutôt sur quelques centaines ou quelques milliers de satellites beaucoup plus proches qui agissent comme un réseau maillé très serré. Et donc ce modèle-là, le côté intéressant pour nous, c'est que non seulement chaque client commande quelques centaines de satellites, mais ils ont des durées de vie typiques de 5 ans. Donc on les produit, puis on doit les remplacer, puis voilà, c'est du business récurrent. Ouais. Alors, dans cette aventure, ce qui est aussi fou, vous le disiez, vous n'avez pour l'instant construit qu'un satellite et demi, et vous avez réussi à lever 60 millions d'euros, dont 40 millions récemment pour cette méga factory. C'est quoi la recette du succès ? Comment vous arrivez à convaincre les investisseurs alors qu'il y a peu de concret, si je peux me permettre? Oui, c'est un secteur de niche et très qui a l'air compliqué de l'extérieur comme ça, mais en fait c'est assez simple. Les investisseurs qui investissent dans ce genre de secteur sont des investisseurs plutôt deep tech qui ont l'habitude de prendre des dossiers où ils n'ont pas besoin de voir pour croire. En gros, le hardware, c'est un peu la conclusion d'un processus de conception assez long chez nous. Et donc, ils en ont vu assez sur la façon dont on concevait les satellites pour nous faire confiance sur la suite. Dans les investisseurs, on a un groupe aérospatial européen le plus gros, le plus connu, qui a envoyé une équipe d'engineering de chez eux. Donc, le vice-président d'engineering et des gens de chez lui ont fait une due diligence technique qui était assez sévère. Et ils ont basé leur investissement sur ça, en fait. Oui, et votre premier lancement était réussi, le satellite tourne, tout va, quoi. Oui, mais c'est vraiment ils investissent surtout sur l'équipe, le bureau d'études et le fait que si on est bien financé, il n'y a pas de raison que le hardware ne suive pas. C'est ça. Alors justement, l'équipe, aujourd'hui, vous êtes 140 personnes au sein d'Aerospace Lab, c'est ça ? Environ, oui. Avec ce projet de Mega Factory, vous comptez engager combien de personnes ? 300-400 de plus. Donc on a un business plan. Après, tout le monde sait que le business plan, c'est un peu comme les plans de bataille. Le premier coup de feu, on dévie un petit peu par rapport à la baseline. Donc 300-400 de plus. Dans les prévisions, on est autour de 500 personnes en 2025. Quel profil pour chercher ? De tout. On a évidemment des gens de bureau d'études avec des profils très, très, très sciences et ingénierie, des docs, des post-docs, des ingénieurs partout. On a des profils plutôt
techniques ouvriers spécialisés pour l'assemblage des satellites, les tests satellites, qui sont des compétences très spécifiques. Donc on est plutôt sur un profil, on va les former en alternance chez nous. Et alors, comme je dis, on recrute de tout. Par exemple, on a des postes ouverts pour des journalistes d'investigation. Ah bon? Voilà. Pourquoi? Justement pour mettre en forme la donnée. Donc ultimement, on conçoit des systèmes qui collectent énormément de données. Mais il faut pouvoir raffiner la donnée, l'inscrire dans une narrative et la présenter correctement aux différents clients qui ont différentes attentes. Et donc voilà, on recrute très varié. Dernière question, Benoît Depeyre. Allez, je vous bouscule un peu. Vous participez à la prolifération d'engins spatiaux. Hein, il risque d'y avoir des embouteillages, plus de pollution, des risques de télescopage. Comment on gère ça? Est-ce que c'est bien vu? Alors, plein de questions dans votre question. Hein. Donc, il faut un peu trier les différentes problématiques parce qu'elles sont un peu mélangées. La prolifération, très certainement. Donc, on participe à l'effort de mettre plus de satellites en orbite. Télescopage, pollution, etc., oui et non. Dans le sens où pollution, tous nos satellites sont conçus, et on n'est pas les seuls. Hein, la plupart des fabricants occidentaux sont compatibles avec ça. C'est des satellites auto-nettoyants. Donc, on ne laisse pas de débris derrière nous. Donc, à la fin de leur vie, ils font une rentrée destructive. Donc, ils rentrent dans l'atmosphère, ils disparaissent, ils se désintègrent complètement. Donc, on ne laisse pas de traces derrière nous. Ça fait une grosse dizaine d'années que c'est devenu obligatoire et tout le monde joue le jeu en Occident. Il y a 2-3 pays qui peut-être pas en Chine. Ouais, 2-3 pays qui même en Occident, il y a 2-3 trucs militaires où ils ne jouent pas trop les règles du jeu. Mais pour des opérateurs civils comme nous, on joue les règles du jeu. Ensuite, on est sur les questions de télescopage et de trafic spatial. Le nombre d'engins en orbite augmente, c'est vrai. Ça va devenir problématique un jour, c'est vrai aussi. On a encore un petit peu de marge. Mais on voit que les instances supranationales, typiquement l'ONU et associés, sont en train de se coordonner pour faire l'équivalent du trafic aérien dans l'espace, de la gestion du trafic aérien mais dans l'espace. Où c'est le parallèle comme avec les avions, quand vous aviez 2-3 avions par pays et qui font des vols de 200 mètres sur une colline, pas besoin de réguler ça. Quand maintenant vous pouvez prendre des compagnies low cost pour 10 € le billet d'avion, il a fallu découper l'espace aérien, introduire des règles de bienséance pour que tout le monde puisse cohabiter. Là, on est dans cette phase-là où ça se coordonne, mais ça va prendre 1 ou 2 décades, à mon avis, pour arriver sur un règlement partagé par tout le monde. Bon, c'est sur cette note réjouissante qu'on va se quitter. Encore bravo à Benoît Depeyre, CEO de Aerospace Lab. Une belle success story wallonne. Bientôt une méga factory à Charleroi qui démontre que l'esprit d'entreprendre est vivace en Wallonie. Merci Benoît. Merci. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité dans On s'explique. Au revoir.